philosophie, c'était juste au collège, donc avant l'université. Mais j'avais l'intention de peut-être continuer à l'université aussi. Mais j'ai d'abord fait un examen scientifique à l'université, et alors ça m'a intéressé plus. Oui, c'est exactement la question. La philosophie, évidemment, touche des très grands problèmes, les problèmes fondamentaux dans un sens. Mais il n'y a pas de possibilité de contrôler. On peut avoir une opinion, on peut faire une théorie philosophique, mais comment est-ce qu'on peut contrôler? Et donc j'ai préféré faire de la science. Comme une chose plus certes, plus... Oui, plus limitée peut-être dans le domaine, mais qui a des possibilités d'avoir des preuves expérimentales. Les gens s'imaginent qu'il y a du blanc et du noir. C'est totalement faux. Il n'y a rien qui soit totalement blanc ou noir. C'est toujours plus ou moins gris, plus ou moins noir, blanc, etc. Donc, je crois qu'il faut se rendre compte. Le gros problème des sciences humaines, c'est qu'elles peuvent donner lieu à du dogmatisme. Oui. Pour moi, le dogmatisme, c'est anti-scientifique. En science, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... C'est de l'investigation, de accumulation de connaissances, mais toujours avec l'idée que on améliore, on va de l'avant, mais il n'y a pas de certitude à 100%. C'est difficile pour les gens dans la rue d'admettre qu'il n'y ait pas une réponse claire. Oui. Il n'y a pas de réponse claire. Ça n'existe pas, les réponses, 100%. C'est trop compliqué. Et la science a l'avantage de reconnaître que c'est comme ça. Ah oui. Il y a trop de gens en politique, en religion et en d'autres choses qui pensent avoir la vérité. No way. Il n'y a pas. Non. Oui, ben, il y a les briques. Les briques, oui. Alors, les briques, ce sont les atomes. Oui. Le bâtiment, ce sont les molécules. Ça va. Ça, vous comprenez. Très bien. Ensuite, une fois que les molécules sont constituées, ça c'est la chimie moléculaire, il y a des contacts entre molécules, des interactions, comme on dit. Et ça, c'est la chimie supramoléculaire. Au-delà de la molécule. Au-delà de la molécule. C'est ça, les interactions, les assemblages de molécules, comme nous. Nous, on a un assemblage de molécules. Hein. L'être humain. Un organisme vivant est un assemblage de molécules. Très très compliqué, mais c'est un assemblage de molécules. On a commencé ça en 1967, et moi j'ai donné le nom chimie supramoléculaire en 1978, et ensuite le domaine s'est développé. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont contribué, hein. Il y a beaucoup de gens, il y en a partout, en Espagne, en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout, qui ont contribué au développement du domaine. Ici aussi à Gironne, hein, qui travaille dans le domaine de la chimie supramoléculaire. Et bon, c'est un domaine qui, dans un sens, c'est un peu surprenant que ce domaine ne se soit pas développé avant. Parce que ça a toujours existé, les interactions entre molécules, toujours. Mais la reconnaissance que c'était un domaine scientifique qu'il fallait étudier et développer, c'est revenu à la fin, deuxième partie, troisième tiers du XXe siècle. Le fait que les molécules font des associations supramoléculaires, mais qui sont dynamiques, et donc qui peuvent se modifier, qui peuvent s'adapter aussi. Quand on les perturbe, il y a un changement. Donc c'est une chimie qui est adaptative, comme on dit. L'objet chimique réagit, répond aux différentes influences qu'il peut y avoir.
comme la température, la pression, un champ électrique, enfin différentes influences. Parce que dans un organisme vivant, toute fonction commence par une interaction entre molécules. Dans notre organisme, toute première étape, c'est l'interaction. Et ensuite, il se passe des choses. Et donc, l'objet biologique, on peut essayer d'interagir avec lui par des substances artificielles qui permettent d'agir sur les molécules biologiques. Et il y a un chimiste allemand qui a donné déjà à la fin du XIXe siècle une très belle image qui a dit c'est comme une clé et une serrure. Ah oui. Et je crois que c'est une image qui est un peu schématique, mais qui est quand même correcte, que les molécules interagissent, elles se reconnaissent en quelque sorte comme clé et serrure, et les clés doivent s'ajuster à la serrure. Et une clé, c'est comme un médicament qui interagit avec une molécule biologique qui est la serrure. L'image, c'est très didactique. Oui, oui, c'est très didactique comme image, c'est une très bonne image. Il y en a une qui est un peu difficile à expliquer, c'est une start-up qui reposait sur une de ces idées de chimie dynamique. Une autre il y en a pas mal, qui s'occupe de transfert de gènes dans les cellules, transférer un gène dans une cellule pour faire de la biotechnologie, pour faire des organismes génétiquement modifiés. Ah oui. C'est une très bonne chose. Je dis ça, là, j'aimerais bien qu'on le dise. Je pense personnellement que les organismes génétiquement modifiés, c'est une avancée fondamentale pour la science et pour son application. C'est ce qu'on appelle le transgénique, non? Absolument. Vous êtes, je suis très en faveur du transgénique. Très. Rien que pour nourrir la population. Oui, oui. Et par exemple, il y a un truc absolument incompréhensible. Il y a un chimiste suisse qui a fait ce qu'on appelle le riz doré. C'est du riz qui a une couleur dorée, un peu jaunâtre. Oui. Et c'est du riz qui contient de la vitamine A. Et dans beaucoup de pays en développement, les enfants manquent de vitamine A. Et il y a des gens qui s'opposent à ce riz. C'est complètement ridicule. Ah oui, oui. Moi, je pense que c'est une bataille moyenâgeuse, une bataille d'obscurantistes de s'opposer à ces choses-là. Une des raisons pour lesquelles les gens ont peur, par exemple, des OGM, des organismes génétiquement modifiés ou des transgéniques, ou d'autres choses du même type, nanotechnologie, nucléaire, toutes ces choses-là. C'est parce qu'ils ne comprennent pas vraiment, parce que ce qu'on ne sait pas, on a tendance à dire « je ne connais pas, donc j'y touche pas ». Et je crois que c'était un mauvais réflexe. Les grandes découvertes se sont toujours faites par l'audace, y aller voir. Évidemment. C'est la curiosité. La curiosité. Oui. Et tu voyais, pour moi, c'est d'autant plus surprenant. Les gens, par exemple, admirent ceux qui grimpent sur l'Himalaya. Oui. So what? Une fois que vous êtes en haut, il faut redescendre. Et ça, c'est bien. Ça, ils trouvent ça très bien. Tandis que les avancées scientifiques, on a peur. Je ne comprends pas cette attitude. La première chose, c'est des connaissances. C'est une façon de comprendre comment nous fonctionnons, de comprendre l'univers, la matière et la vie, de comprendre tous ces objets-là. Mais c'est aussi, comme vous le dites tout à fait justement, une approche, la façon d'approcher un problème, une approche critique, réfléchie, qui essaye de comprendre avant de dire des choses qui ne veulent rien dire.
Donc je crois qu'il est important d'avoir d'une part le cœur, l'ensemble des connaissances et tout ce que ça représente, et d'autre part l'approche scientifique, qui est une approche bien spécifique, qui est de contrôler, de ne pas accepter les choses qui ne sont pas prouvées, de ne pas se laisser influencer par des opinions qui sont des opinions plutôt, qui sont des opinions sans fondement. Oui. Et je crois que ça, c'est les deux parties très très importantes. C'est une méthode. C'est une méthode. C'est une méthode. On peut appliquer les autres. Oui, c'est une méthode. On peut l'appeler scientifique, on peut l'appeler ce que vous voulez, mais c'est une façon de réfléchir, de penser. La science a cette puissance et ce problème, c'est à la fois une puissance et un problème, d'avoir un corpus, mais dont on sait qu'il n'est pas clos, qu'il va évoluer. Il ne va pas rester comme ça. Il y a des bases qui sont correctes. Prenez par exemple dans la gravitation. Newton a raison, mais c'est incomplet. Einstein, c'est un grand pas qui est fait. Mais il faut voir, il y a peut-être aussi d'autres choses qui viennent après. Donc il faut... En général, par exemple en chimie aussi, les structures des molécules, c'est un pas qui est bien établi. Maintenant, toutes les fonctions complexes que peuvent faire les molécules quand elles se rencontrent, quand elles interagissent, ça représente quelque chose, une autre étape de plus sur la compréhension du fonctionnement de la matière. L'extrême droite, c'est une grande préoccupation. J'espère que ça ne va pas devenir plus fort encore. C'est une très grande... Bon, ça vient du fait aussi que, évidemment, dans une situation économique difficile, oui, avec beaucoup de chômage, oui, les gens pensent que les choses en place ont raté, donc il faut changer. Et les populistes, les extrêmes droites, ils disent « Ah, mais si nous, on vient au pouvoir, on va changer tout ça, ça va marcher. » C'est de la blague, ça ne marchera pas, ça fera plutôt comme ça. Le nazisme en Allemagne, il est né, je pense, j'espère, en grande partie de ce truc que les gens n'avaient rien. Il y a un parti qui est venu, on va dire « On va résoudre tous vos problèmes. » Et c'est bon. On a fait une industrie militaire qui fait du boulot pour les gens. On a construit des autoroutes, en partie pour faire marcher les tanks. Donc, il y a une économie de ce genre, qui est une économie, presque on peut dire une économie de guerre, qui donne du travail. Moi, je suis un Européen. Je suis Européen avant d'être Français. J'ai toujours dit ça. Je suis Français. Ma culture est française, ma langue est le français, mais je suis né à Strasbourg. Donc l'Allemagne, c'est à côté. Et mon premier langage, c'était l'alsacien, qui est en fait un dialecte allemand. Mais avant tout, je suis européen, et je crois qu'il faut que la jeune génération comprenne ce que l'Europe a fait. Il faut se rendre compte, et là, il y a les jeunes, ils ne se rendent pas compte de ce que ça a apporté. Ils ne se rendent pas compte. Récemment, il y a 4-5 ans, j'étais à un congrès à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et j'avais ensuite un congrès à Vilnius, en Lituanie. J'ai loué une voiture à Tallinn et j'aurais pu prendre la voiture jusqu'à Lisbonne sans contrôle, sans frontière. Les 3 États baltes, la Pologne, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal. C'est extraordinaire, non ? Et je crois que, c'est pas facile. C'est important que les gens... C'est pas facile parce qu'on a tous des cultures différentes, on a des langues différentes, on a des habitudes différentes. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes d'abord des Européens et que nous avons cette fantastique diversité de cultures, de langues,